On va démarrer la rencontre. Merci à vous toutes et vous tous d'être présents ce soir pour cette rencontre qui va durer à peu près, on va dire, 1 heure. Cette rencontre sera suivie d'une séance de dédicace. C'est pour ça qu'on a dû arrêter la séance, sinon la rencontre, je pense aurait démarré à 20h30, sans doute pas avant. Donc, je suis ravi. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Benoît Albert. Donc, moi, je suis libraire à la Géothèque et Pilar, ainsi que toute son équipe, m'ont associé à la librairie pour la mise en place de, justement, des livres que vous voyez à l'entrée. Et je suis vraiment ravi d'accueillir Paco Roca pour cette rencontre. On a réfléchi, hein, avec l'ensemble de l'équipe du festival, justement, pour que je puisse animer une rencontre, et celle-ci me plaît particulièrement bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle nous emmène au cœur de l'Espagne, euh, sur des thématiques que vous pouvez voir au travers de l'ensemble des illustrations qui sont ici. Donc plein de thématiques comme voilà, la guerre civile, les migrations, les vies familiales aussi qui sont très très présentes, le patriarcat, l'histoire, la mémoire, l'identité. Donc aujourd'hui, on ne va pas parcourir l'ensemble, hein, Paco, on ne va pas parcourir l'ensemble de votre travail. On va faire un zoom. On va faire un zoom sur le dernier ouvrage qui est sorti, donc, qui s'appelle Retour à l'Éden. Retour à l'Éden, qui est sorti en France en 2022. Ce qui m'intéresse, en tout cas, par rapport à ce travail-là, c'est une sorte de superposition, Retour à l'Éden. Vous allez voir, donc il y a une photo qui est très, très évocatrice, qui est un peu le fil conducteur de l'ensemble de l'histoire. Donc dedans, en fait, on a une superposition, je dirais, d'un territoire, une histoire qui s'y est produite. Donc une histoire, c'est la grande, mais c'est aussi la petite histoire, celle de la famille. C'est votre famille. Donc, cette histoire, elle prend racine, on va dire, dans la région de Valence. Et je pense que ça peut être intéressant de nous dire, Paco, vous avez démarré, en fait, votre enfance. Votre enfance était à Valence, c'est bien ça? Racontez-nous un peu cette enfance, la cour d'école, les parents, la plage, bien sûr. Estupendo, sí, me parece genial. No me esperaba esta pregunta, ¿eh? Super, il ne s'attendait pas du tout à cette question. Bueno, la verdad es que mi infancia no fue una infancia de lo más normal, o sea, no tuvo nada extraño, era una familia normal, con unos hermanos normales. Me cuesta, ¿no? Me cuesta encontrar algo en mi infancia que digamos, que me haya marcado de alguna manera para todo lo que he hecho después. Donc en fait, son enfance a été tout à fait normale, sans rien de spécial. Et il a grandi dans une famille normale, avec des frères et sœurs, et il peine à trouver quelque chose qui ait pu marquer tout ce parcours qui a suivi. Quizá esa normalidad, ¿no? Ese cariño, ese amor familiar, puede que esté presente a la hora del tono de mis historias, que creo que aunque a veces son dramas, pero siempre intento encontrarle como una luz, ¿no? Como una positividad a todo lo que cuento. Et c'est peut-être justement cette normalité, en fait, qui l'a marqué. Cette tendresse, cet amour familial qui a fait son histoire et qui est présente dans toutes ses histoires. Même si parfois il écrit des drames, il y a toujours cette lumière présente également. Mi familia era muy humilde, o sea, yo vengo de una familia trabajadora y obrera. Imagino que eso también ha marcado en cierta manera mi forma de ver el mundo. Il vient d'une famille très modeste, de travailleurs, d'ouvriers, et probablement que ça a marqué aussi sa façon de voir le monde. Como cuento en Regreso al Edén, mi madre era analfabeta, nunca pudo estudiar y yo creo que eso sí que puede que me haya marcado porque tenía una forma de contar las cosas como muy fantasiosa.
Et comme il le raconte dans Retour à l'Éden, sa mère était analphabète, elle n'avait pas fait d'études. Et c'est sûrement aussi ce qui l'a profondément marqué, c'est la façon qu'elle avait de raconter des histoires de manière très, très fantaisiste. Y no lo contaba así porque tuviese una visión poética del mundo, sino porque realmente pensaba en el mundo como de una manera muy naif. Et elle ne le faisait pas parce qu'elle avait une vision poétique du monde, mais plutôt parce qu'elle avait une façon très naïve de voir le monde. Y luego igual podemos hablar de esto, pero uno de los desencadenantes de esta historia fue acordarme de una historia que me contó mi madre, que es la de este acróbata aéreo llamado Don Milán. Et on peut peut-être y revenir après, mais l'un des éléments déclencheurs de cette histoire, Retour à l'Éden, c'est précisément une histoire que lui a racontée sa mère à propos d'un trapéziste qui s'appelait Don Milan. Pero por lo demás fue una infancia muy normal de ir a la playa, de jugar al fútbol, de leer muchos cómics. Mais par ailleurs, c'était une enfance tout à fait normale, où il allait à la plage, il jouait au foot et il lisait beaucoup de bandes dessinées. Juste, en fait, c'était par rapport aussi à cet attachement à ce territoire, la région de Valence. Je crois que vous vivez à Madrid maintenant et votre famille est habite toujours du côté de Valence. Et si elle vit toujours là-bas, est-ce que vous avez cet attachement? Est-ce que vous ressentez toutes ces émotions qu'on peut avoir quand on retourne dans son territoire d'enfance? Sí, sí, no, vivo todavía en Valencia. Il vit toujours à Valence, hein. Sí, sí, sí. Nunca me he movido de la ciudad. De verdad que ha llegado un momento en el que puedes trabajar para cualquier parte del mundo sin tener que moverte, ¿no? Y Valencia, que es una ciudad grande, no es Madrid o no es Barcelona, pero es verdad que actualmente ya no tienes que moverte para nada para poder trabajar. Et d'ailleurs, il n'a jamais quitté sa ville natale. Et en plus, aujourd'hui, on vit dans un monde où on peut travailler de n'importe quelle ville sans nécessairement aller dans des grandes villes comme Madrid ou Barcelone. Donc il vit toujours à Valence. Oui. Pero sí que es verdad que ha habido un vínculo con mi tierra, con Valencia, sobre todo a partir del cómic de La Casa. Hasta ese momento tenía como un cierto pudor de hablar de dónde vienes o poner como protagonista un lugar que no es una gran ciudad o no es un centro muy conocido, ¿no? Tanto en España sí, pero fuera de España. Mais c'est vrai qu'il entretient encore un lien très fort avec cette terre, avec Valence, et surtout à partir, qu'on peut voir surtout à partir de sa bande dessinée La Maison, parce que peut-être qu'avant, il avait plus de pudeur en ce qui concernait le fait de parler de ses origines et de centrer son histoire vraiment autour d'un lieu qui n'était pas nécessairement une grande ville. Creo que aquí en Francia no tenéis ese complejo, pero yo creo que en el resto del mundo, exceptuando Estados Unidos, siempre tenemos como un miedo a hablar de lo local, pensando que lo de tu tierra, lo de tu entorno, no interesa a un público amplio fuera de tu país. Ici, en France, on n'a peut-être pas ce complexe qu'il peut y avoir dans le reste du monde, à part peut-être aux États-Unis, mais ce complexe ou cette peur de parler du local, où on a l'impression qu'en fait, si on parle de notre ville, notre village, ça ne va pas intéresser les autres, en fait. Sí, siempre intentas como colocar tus historias en lugares como muy reconocidos, ¿no? Y al final te das cuenta de que no tiene por qué ser así, ¿no? Desde lo local puedes hablar también de temas universales, no hace falta situar una historia en Madrid, en París, en Nueva York o en lugares así. Parce qu'on a toujours un peu l'impression qu'il faut placer les histoires dans des lieux reconnus, dans des grandes villes comme Madrid ou Barcelone. Mais en fait, pas forcément, parce que le local peut mener à l'universel. Et ça peut tout à fait toucher les gens, même si on parle voilà, de notre ville. Donc là, on a parlé de ce territoire-là. Maintenant, on va se rapprocher de la famille, puisque la famille va être très, très présente dans ce livre-là. Une question toute bête. Donc, je pense qu'en fait, on voit parents, grands-parents, oncles, tantes qui vivent ici. Dans la famille, voilà la question que je vais poser. Était-on bavard en famille?
est-ce qu'on avait envie de parler de l'histoire? J'ai l'impression que oui, par rapport à ce qui est marqué, à ce qu'on trouve dans le livre. Mais est-ce qu'en fait, il y avait des grands moments de silence? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'on dit tout? Sí, no, no, la verdad es que como contaba antes, ¿no? Mi padre era, bueno, de una generación en la que los hombres eran muy herméticos, no mostraban nunca sus sentimientos y tampoco te hablaban demasiado de su infancia, de sus miedos o de lo que les gustaba. Era como siempre, ¿no? Estaban en ese papel de padre, la que era más casi que autoridad que cercanía, ¿no? Comme il le disait tout à l'heure, son père était d'une génération d'hommes hermétiques, hein, des taiseux. On ne montrait pas ses sentiments, on ne parlait pas de son enfance, de ses peurs. Il fallait toujours rester dans ce rôle de père, hein, de l'autorité plus que la proximité. Sí, mi padre, por ejemplo, me hablaba alguna vez de algunas anécdotas de su vida, como por ejemplo que había trabajado en una agencia de publicidad. Y creo, yo estudié diseño gráfico y me dediqué durante cerca de 20 años, me dediqué a la publicidad. Y cuando yo estaba empezando, que todavía no sabía muy bien cómo encontrar un trabajo, él siempre me decía, no, te tengo que llevar a la agencia donde yo trabajaba porque ahí seguro que te van a dar un trabajo. Et donc son père parlait de temps en temps, quand même, racontait quelques anecdotes, et notamment qu'il avait travaillé à un moment donné dans sa vie dans une agence de publicité. Et comme Paco étudiait le design graphique et qu'il a travaillé 20 ans dans la pub, il se souvient que quand il commençait tout juste sa carrière et qu'il cherchait un travail, son père lui disait souvent: «Non, faut que je t'emmène dans l'agence où j'ai travaillé, là, tu vas voir, tu vas trouver du travail.» Y me daba muchísimos consejos sobre lo que tenía que hacer en el mundo de la publicidad, ¿no? Y luego, muchos años después, ya cuando ya estaba muy mayor, me enteré, pues como cuento en el cómic La Casa, que él era el repartidor, era el mensajero de la agencia de publicidad, ¿no? Y me pareció como muy enternecedor que no me lo dijese hasta el final. Et il lui donnait beaucoup de conseils sur le monde de la publicité. Et puis, finalement, quand il est devenu très vieux, et puis, comme il le raconte dans la bande dessinée de La Maison, euh, à la fin de la vie de son père, il s'est rendu compte qu'en fait, son père, c'était tout simplement le livreur de cette agence de publicité, mais que jusqu'à la fin, il ne lui avait pas dit ça. Y sin embargo, sí que mi madre era como tenía más dicharachera, era como, tenía un espíritu mucho más alegre, contaba muchas más cosas que mi padre. Et par contre, sa mère était beaucoup plus bavarde, beaucoup plus joyeuse et racontait beaucoup plus de choses que son père. On a l'impression juste, alors si on revient donc à Retour à l'Éden, dans cet ouvrage-là, on a l'impression que les hommes se taisent, disent peu de choses, et les femmes font de la transmission. Juste en parlant de celui-ci, hein, sur Retour Sí. à l'Éden. Sí, sí, porque además yo creo que ocurría, yo me centro sobre todo en mi madre y en sus recuerdos de aquella época, pero empiezas a darte cuenta que era bastante común, ¿no? Que la memoria y la educación de las hijas las creaba la madre, ¿no? Las madres se encargaban un poco de gestionar en esa época los hogares y sobre todo, ¿no? De educar a las hijas en lo que ellas pensaban que tenían que educarlas, porque en esta época en España y en una clase social como la de mi familia, las mujeres no estudiaban. ¿Para qué iba a estudiar una mujer si digamos que su futuro ya estaba decidido, iban a ser amas de casa, ¿no? Entonces era un esfuerzo inútil, ¿no? Enviarlas a estudiar. Et donc, effectivement, dans cette bande dessinée, il se concentre surtout sur sa mère et sur ses souvenirs de l'époque, mais c'était très commun à cette époque-là. La mémoire des petites filles et l'éducation des petites filles revenait à la mère, qui s'occupait à la fois de gérer le foyer et d'éduquer leurs filles sur ce dont elles auraient besoin dans leur vie future. À cette époque-là, en Espagne, et d'autant plus dans la classe sociale dans laquelle il a grandi, les femmes ne faisaient pas d'études. C'était un effort inutile puisqu'elles étaient vouées à être mères au foyer. Entonces, por eso, en Regreso al Edén, en la escuela de mi madre es la azotea de su casa, ¿no? Tendiendo la ropa
es su madre la que la va educando en todo lo que ella piensa que es necesario, ¿no? Y también, pues como mi madre, su madre tampoco estudió nunca, ¿no? Y era también analfabeta, ¿no? Entonces me parecía bueno, como curiosa, ¿no? Esa forma de dos personas que tienen una visión del mundo muy especial, ¿no? O sea, la de mi madre posiblemente lo que supo era heredado de su madre, ¿no? Era memoria que iba pasando y una educación que iba pasando de madres a hijas. Et effectivement, dans Retour à l'Éden, finalement, sa mère, l'école où elle allait, c'était la terrasse de leur maison où la mère, la grand-mère de Paco, la mère de ta maman, étendait le linge. Et c'était là, à cet endroit-là, que se transmettait, que avait lieu cette éducation, puisque ni l'une ni l'autre n'avaient fait d'études, elles étaient toutes les deux analphabètes. Et c'est curieux, comme ces deux personnes avec une vision du monde très spéciale se transmettent finalement de mère en fille voilà, cette éducation. Donc, dans l'histoire, on suit l'histoire de votre mère, Antonia. Antonia, c'est vrai qu'on n'a qu'une envie, c'est de l'aimer dans ce livre-là. Elle est tellement touchante, cette femme-là. Antonia est la fille de Carmen et Vicente. Alors, je ne sais pas si je prononce bien l'espagnol, hein, je suis désolé. Sí, Qui ont eu donc 6 enfants. 6 enfants, 3 garçons, 3 filles, j'ai vu. On est dans une famille pauvre, où chacun doit apporter de quoi faire vivre la famille. C'est pas seulement le père, tout le monde doit s'y mettre. Donc il n'y a pas de loisirs, hein, hormis aller à la plage le dimanche. Euh, En fait, on pourrait croire en fait qu'il y a pas d'histoire, hein, dans ce livre-là. Or, chaque page est une histoire. Et là, quelques questions. Tout ce qu'il y a dans ce livre, c'est votre maman, Antonia, qui vous a raconté tout ça. Prácticamente sí, la verdad es que todo esto sale de esas entrevistas que, como contaba antes, empecé a hacerla a mi madre, ¿no? Después de que muriese mi padre, quise mantener la memoria familiar. Entonces, por un lado, pues bueno, grabé entrevistas a mi madre y aproveché también para grabar al resto de la familia, que más o menos tenían su misma edad. Entonces, donde los recuerdos de mi madre no llegaban, los fui rellenando con los de otros familiares, con mis tías que tenían más o menos la edad de mi madre, con otras personas de la familia que completaron un poco lo que quería contar. Eh bien oui, presque, comme il l'expliquait tout à l'heure pendant le vernissage de l'exposition, il s'est mis à faire des interviews de sa maman après le décès de son père pour essayer de maintenir cette mémoire familiale. Il a interviewé sa maman et aussi le reste d'autres membres de sa famille qui étaient aussi âgés que sa maman, comme ses tantes. Et là où les souvenirs de sa maman n'arrivaient pas, quand les souvenirs manquaient à sa maman, ben, c'était complété par ses tantes ou par d'autres membres de la famille. Sí, tengo como digamos, dos niveles de exigencia histórica, digamos, ¿no? O sea, por un lado, todo lo que es el contexto de una época, todo lo que sucede socialmente, históricamente, intento ser totalmente fiel a los hechos, me documento mucho, hablo con historiadores, intento que sea un fiel reflejo de las cosas como sucedieron. Pero por otro lado, en todo lo referente a los personajes, sí que me tomo ciertas libertades, ¿no? Para llevarlos por donde yo quiero llevar la historia y puedo unir diferentes testimonios, como decía antes, ¿no? Donde no llega la memoria de mi madre, la completo con memorias de otras personas, ficciono en los trozos donde no sé lo que ocurrió. En esa parte de los personajes me tomo mis licencias y mis libertades porque sé que lo que estoy haciendo es una obra de ficción, pero intento que todo ese contexto histórico sea totalmente fiel, ¿no? Y muy contrastado por la visión de historiadores. Oui, il a deux niveaux d'exigence historique. D'abord, en ce qui concerne le contexte de l'époque, contexte social ou historique, où là, il essaye d'être très fidèle aux faits. Il se documente beaucoup, il fait appel à des historiens pour que l'histoire soit le plus fidèle reflet de ce qui s'est réellement passé. Et
D'autre part, en ce qui concerne l'histoire des personnages, là, il peut prendre plus de liberté pour emmener l'histoire là où il veut l'emmener. Il se permet de réunir des témoignages de sa mère ou de sa tante. Il se permet de fictionner des passages quand il ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il prend plus de liberté parce que c'est une œuvre de fiction. Dans ce... Pardon, excusez-moi. Il y a donc il y a bien sûr Antonia, donc la maman. Et puis bah, l'autre personnage qui est très très présent, c'est aussi Carmen. On sent dans l'ouvrage en effet que il y a de la violence, il y a du machisme, mais Carmen, elle apporte toujours une sorte de lueur dans l'ouvrage. Et en fait, on va le repérer par rapport au tout début du livre. Mais cette femme-là, cette Carmen, elle est très attachante. Et est-ce que Antonia, justement, elle s'accroche à elle et qu'en fait, cette lumière, cette lueur-là, c'est aussi garder l'optimisme de la vie parce que la vie est difficile, mais on sent qu'en fait, la lumière ne s'éteint jamais. Sí, totalmente. Y además el tema de la violencia de género es algo que mi madre nunca había contado. O sea, fue precisamente a partir de estas entrevistas en las que mi madre contó algo que se lo había callado durante todo el tiempo, ¿no? Y es que pues su padre pegaba a su madre, ¿no? Y una vez, lo dijo una vez, ya no, cada vez que hablaba volvía otra vez al tema, ¿no? Oui, c'est tout à fait ça. Et le sujet de la violence machiste, c'est quelque chose qui n'a jamais été évoqué par sa mère. Elle l'a tue très longtemps, mais un jour, lors de ses interviews qu'il a réalisées avec elle, elle a dit qu'effectivement, son père frappait sa mère. Sí, y continuamente volvía a ese tema, ¿no? A lo mal que su padre se había portado con su madre, que la había llevado a morir por su enfermedad. Digamos que fue un tema que para ella fue muy importante sacarlo, ¿no? Y yo creo que eso, ya solamente por eso creo que valió la pena esas entrevistas, ¿no? Que le fui haciendo. Yo creo que hasta ese momento no se había sentido, creo yo, escuchada, ¿no? Creo que las entrevistas sirven también un poco para eso, ¿no? Por una vez, mi madre es la protagonista de algo, ¿no? Sentía que alguien lo estaba escuchando, la estaba escuchando, y de repente, pues eso, habló de cosas que nunca había hablado, ¿no? Et à partir de là, elle y revenait toujours, elle le répétait, comme quoi son père avait frappé sa mère, il avait été méchant, il l'avait poussé finalement à mourir de sa maladie. Et c'était un sujet important, c'était important pour elle d'en parler, d'avoir sorti ça, non? Et rien que pour ça, ces interviews ont valu la peine, puisqu'avant, peut-être, elle ne s'était pas sentie écoutée, elle ne s'était pas sentie au centre. Y elle n'avait pas pu parler, en fait. Sí, y de hecho culpabilizaba a su padre, ¿no? De que le había quitado a su madre, ¿no? De que esas palizas habían acabado, pues bueno, como matándola, ¿no? Y que le habían privado de haber seguido teniendo, pues eso, ¿no? La persona que para ella, la más importante del mundo, que era su madre, ¿no? Y también, ¿no? Te decía que por ese papel de hija pequeña estaba obligada a tener que cuidarlo, y que lo había cuidado como estaba obligado como mujer y como hija, ¿no? De cuidar a su padre hasta el último momento, ¿no? Y así lo hizo, aun a pesar, decía siempre, de lo cruel que había sido su padre. Et elle rejetait la faute sur son père de la mort de sa mère, finalement. Elle disait qu'il avait fini par la tuer et que finalement, il l'avait privée de ce qu'il y a de plus cher pour un enfant, privé de sa mère. Et comme elle avait ce rôle de dernière de la fratrie, elle s'était vue obligée à s'occuper de son père. Et c'est ce qu'elle a fait malgré toute la cruauté que son père avait fait preuve à l'égard de sa mère. La foi est très présente aussi chez Carmen. Et est-ce que c'est la même chose aussi chez Antonia? Parce qu'on parlait de lueur. Et donc, est-ce que cette lueur qui reste, est-ce que c'est lié à la croyance, à sa foi?
Bueno, claro, para todas estas familias la fe era muy importante. O sea, no sé cómo será en España, pero en Francia, pero en la España de la posguerra, de los años, claro, luego fue más todavía, de los años 40, la mayoría de gente eran creyentes y para ellos era muy importante la religión, sobre todo para las familias humildes que confiaban en que su sufrimiento iba a tener una recompensa, ¿no? En una vida futura. Oui, pour toute la famille, la foi était très importante dans cette Espagne de l'après-guerre des années 40. La plupart des gens étaient croyants. La religion avait une très grande importance, surtout pour des familles modestes qui pensaient que leur souffrance, ça allait se voir récompensée dans l'au-delà. Para una familia como la de mi madre, el sentido de todo lo daba la religión. Era la religión, en cierta manera, la educación que te daba, ¿no? En la religión estaba la respuesta a todas las preguntas, ¿no? Como ha sido a lo largo de la historia hasta la Ilustración francesa, ¿no? O sea, todas las respuestas a todas las preguntas que se pudiese hacer una persona estaban en la Biblia y estaban en la religión. Y para personas pues como mi madre y como su madre también, ¿no? O sea, si una mujer sufría y su mujer le pegaba, era algo inevitable porque estaba en la Biblia que la mujer tenía que estar sujeta al hombre, ¿no? El hombre era el dueño y señor de su esposa, ¿no? O sea, que todo tenía bueno, una respuesta, ¿no? En la religión. Et dans la famille de sa mère, toutes les réponses aux questions, tout reposait sur la religion, comme ça a été le cas tout au long de l'histoire jusqu'au siècle des Lumières. Pour des personnes, pour des gens comme sa mère ou la mère de sa mère, finalement, la souffrance était inévitable. Si le mari tapait la femme, c'est parce que voilà, c'est parce que c'était comme ça et qu'il fallait en passer par là. Por eso es tan cruel también en España la religión católica durante la dictadura, porque lo que hizo fue negar el perdón a los perdedores de la guerra. O sea, para la iglesia, o sea, la iglesia durante esa época, durante la posguerra, fue totalmente lo contrario a lo que predicaba, ¿no? A ese perdón, a ese digamos, que acoger a las personas con amor y demás, hizo todo lo contrario, ¿no? Dijo que todos aquellos perdedores iban a arder en el infierno y en la iglesia todo lo que encontraban era culpa, ¿no? Culpabilidad, ¿no? Con lo cual, para toda esta gente que creía, ¿no? Realmente en la religión, que creía en un Dios, que creía en la religión católica, lo peor que le podía pasar es que esa propia iglesia les condenase al infierno. Et dans l'Espagne a été en Espagne la dictature a été très pardon, attends, je vais mettre dans l'ordre. La religion catholique en Espagne a été très cruelle sous la dictature car ils ont nié le pardon aux vaincus de la guerre civile. En fait, l'Église de l'après-guerre en Espagne faisait tout le contraire de ce qu'il prêchait. Le pardon, l'amour du prochain, tout ça, il ne faisait rien, l'Église ne faisait rien de tout ça. Il disait que les vaincus de la guerre civile allaient brûler en enfer, il faisait reposer sur eux une culpabilité très importante. Donc pour tous ces catholiques de l'après-guerre en Espagne, le pire qui pouvait leur arriver, c'était que l'Église elle-même ne les reconnaisse plus comme appartenant à cette église. Alors, on va revenir après donc sur la photo. Mais avant de parler de la photo, il y a Antonia, parce que ça peut parler à pas mal de gens quand on est dans une famille nombreuse, par exemple. Sur une famille de 6 enfants, elle est la numéro 5, hein, je crois. Elle est la 5e, si j'ai bien repéré. Comment on peut avoir... c'est la 5e, hein, c'est bien ça? Comment peut-on avoir une place dans dans cette famille-là? On a l'impression que voilà, les sœurs vont se marier assez rapidement. Enfin, il va se passer des choses pour chaque personnage.
on a l'impression elle arrive par un trou de souris, qu'elle est petite, qu'elle va rester auprès de sa mère et que euh, comment, quand on est enfant et qu'on grandit, comment Antonia, justement, qu'est-ce qu'elle vous raconte en fait aujourd'hui par rapport à ses frères et sœurs? Pas facile, hein, quand on est 6 enfants, d'avoir sa place. Sí. Bueno, la verdad es que era una familia totalmente desestructurada. O sea, yo creo que los momentos de crisis, ¿no? Como fue la posguerra, ¿no? Llena de miseria, saca lo mejor y lo peor de las personas, pero en la mayoría de los casos saca lo peor. O sea, muy poca gente se convierte en héroe. O sea, muy poca gente es la que en situaciones malas se vuelve un altruista y cuida de los demás y se juega la vida por los demás. O sea, los llamamos héroes precisamente porque son muy escasos, ¿no? Lo normal es que en momentos críticos la gente se vuelva egoísta. En réalité, c'était une famille assez déstructurée, mais c'est normal, parce que dans les moments de crise comme l'après-guerre, euh, finalement, le meilleur et le pire peut ressortir. Et il y a peu de gens qui sont des héros dans les situations difficiles, qui se révèlent être altruistes et aider les autres. Le plus courant, c'est de devenir égoïste. Y esta era una familia que yo creo que lo que mantuvo unida a esa familia era la madre. Y una vez murió la madre, se descompuso totalmente, ¿no? Y mi madre llegó a perder la relación del todo con sus hermanos. Et ce qui unissait cette famille, c'était vraiment la mère. Et dès lors que celle-ci décède, la famille se retrouve complètement décomposée et sa mère a perdu le contact avec ses frères et sœurs. De hecho, bueno, yo, pues, una anécdota, conocí a uno de mis primos, lo conocí en la cárcel. Fui un día a dar una charla, creo que no sé sobre qué cómic, me llamaron de una cárcel de Valencia para dar una charla y hablar con los reclusos. Y cuando acabó la charla, se me acercó un chaval joven, me dijo, Paco, que yo soy tu primo. ¿Primo qué primo? El hijo de Pipo. ¿Serio? Entonces, un primo que no había visto en la vida, claro, también es verdad que estaba en la cárcel, pero que nunca la había visto, ¿no? Fue como, bueno, como digo, ¿no? Una descomposición total, ¿no? De la familia. Et pour l'anecdote, il a même rencontré l'un de ses cousins un jour il a été donné une conférence sur l'une de ses BD dans une prison à Valence. Et à la fin de cette conférence, un jeune homme s'approche de lui en lui disant Paco, Paco, je suis ton cousin. Et c'est le fils de Pipo. Et il l'avait jamais vu de sa vie. Donc on va reprendre sur... alors, quand vous dites égoïsme, on va pas le ressentir hein, chez Antonia. Moi, j'ai pas senti de l'égoïsme, j'ai senti plutôt une sorte d'abord de la considération vis-à-vis des autres. C'est pour ça que je me dis, tiens, elle est la 5e, c'est une fille, mais elle a une forte considération pour chaque personne. Alors c'est ce que moi j'ai ressenti dans le livre. C'est pour ça que le mot égoïsme, je trouve qu'il ne s'applique pas forcément à elle. Est-ce que je me trompe? No, claro, yo creo que ella es como la que coge un poco el relevo de su madre, ¿no? O sea, su madre es la que mantiene unida a la familia y yo creo que comparte con el personaje de Antonia esa manera, ¿no? De intentar, ¿no? De intentar mantener la familia unida porque saben que es muy importante, ¿no? Y es muy importante en un momento como era la posguerra, en la que no había un gobierno protector para la gente que tenía dificultades, ¿no? Y la supervivencia o no dependía de las familias. Por eso era tan importante, ¿no? El mantenerse unido. Y yo creo que ese era el papel en muchos casos de las mujeres durante la posguerra, ¿no? Las que mantuvieron unida la familia y las que se encargaban además de conseguir que todo funcionase, ¿no? De que con el poco dinero que había, pues pudiesen seguir subsistiendo y seguir teniendo pues alimento en la mesa y todas las necesidades básicas. Y yo creo que Antonia mantiene sobre todo ese punto de, de, de quedarse fuera de esa miseria precisamente con el mundo de la fantasía, que yo creo que es también una parte muy importante en esta historia.
Oui, et Antonia prend le relais de sa mère. Une fois qu'elle décède, elle essaye elle-même de maintenir la famille unie. Car c'était très important, surtout à l'époque de l'après-guerre, où il n'y avait pas un gouvernement protecteur, donc la survie de chacun dépendait de la famille. Et c'était souvent le rôle des femmes qui voilà, qui faisaient tout leur possible pour maintenir cette famille unie et pour que tout le monde puisse manger et survivre. Antonia, elle arrive à rester en dehors de cette misère grâce à son imagination. Yo creo que en ese sentido, tanto Regreso al Edén como el cómic El Faro comparten, creo que el mismo mensaje, ¿no? De que la fantasía es como un terreno de, de, de salvamiento, ¿no? De poder estar a salvo de la miseria que te rodea, ¿no? En el caso de Regreso al Edén es mucho más real, o sea, esa fantasía es un poco el mundo del cine, la religión, es también la educación que recibe su madre, ¿no? Todo eso crea un mundo fantástico que creo que salva a Antonia de caer, ¿no? En ese egoísmo y en esa miseria familiar. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi bien dans Retour à l'Éden que dans une autre bande dessinée qui s'appelle Le Phare et qui a ce même message que finalement l'imagination est une planche de salut pour échapper à la misère qui nous entoure. C'est surtout très présent dans Retour à l'Éden où on voit que le cinéma, la religion se forment tout un monde fantastique qui permet à Antonia d'échapper à la misère. Donc revenons sur la photo, puisqu'en fait on voit cette photo donc au dos du livre. On va retrouver donc ce dessin aussi. Alors donc on va retrouver ce même lieu dessiné, on va le retrouver en permanence dans le livre. Ce moment sur la plage où il n'y a pas tout le monde sur cette plage-là. Donc on a Carmen, la mère, deux des garçons et deux des filles, dont Antonia. Dites-nous, Paco, est-ce que c'est cette photo-là qui vous a servi de support pour réaliser Est-ce que ça vous a servi de prétexte, puisqu'on a l'impression que ça a été un entêtement de la part de Antonia depuis des années de retrouver cette photo? Ou est-ce que, voilà, donc l'histoire, vous la saviez et j'ai besoin de savoir un petit peu comment est-ce que vous avez réalisé ce document-là. On a l'impression que c'est la photo qui est le support de base. Sí, sí, para mí me servía como ejercicio el utilizar esa fotografía, ¿no? O sea, la fotografía es siempre objetiva, o sea, muestra un momento tal y como es y aparentemente sin ninguna emoción, ¿no? O sea, está claro que el fotógrafo tiene una intención a la hora de hacer la fotografía, pero en fotografías como esta no hay ninguna intención más que retratar un instante, ¿no? En ese sentido, es una foto que, como decía antes, para nadie significa nada. Es un día de playa de una familia cualquiera. Oui, l'utilisation de cette photo était un exercice pour lui, très intéressant, parce qu'une photo, c'est toujours quelque chose d'objectif. C'est apparemment, voilà, ça montre un moment sans aucune intention apparente du photographe. Et comme il le disait tout à l'heure, c'est une photo qui, pour la plupart des gens, ne signifie absolument rien. Y el ejercicio se trataba de intentar que esa foto tuviese la emotividad con la que la ve mi madre. O sea, para mi madre es todo un tesoro esa fotografía. Es la única fotografía que ella tiene junto con su madre. O sea, es la única foto en la que están las dos juntas. Es una fotografía, además, que muestra un momento que se va a perder, porque posiblemente sería la última vez o de las últimas veces que estaría toda la familia junta, porque al poco tiempo moriría su hermana y un poco después moriría su madre. O sea, que tiene una carga muy emotiva para ella. Donc l'exercice consistait à donner à cette photo l'émotion qu'y voyait sa mère, puisque pour sa maman, c'était la seule photo qu'elle avait avec sa propre mère. Et c'était probablement une photo qui montrait l'une des dernières fois, ou peut-être la dernière fois, où ils s'étaient retrouvés ensemble, puisque peu de temps après, allait mourir sa sœur, puis sa mère. Y
se trataba de que el lector llegase a sentir la emoción con esa fotografía, ¿no? En convertir algo que al principio de la historia no nos dice nada, que al final de la historia intentemos, ¿no? Que nos emocione, ¿no? Ver todos esos detalles de una fotografía. Donc pour que le lecteur ressente, à la fin de l'histoire, ressente l'émotion de cette photo à travers tous les détails qu'elle contient. Pero por otro lado también es un falso Edén. O sea, cuando digamos que no coincide lo que mi madre ve en esa fotografía con lo que luego te cuenta que fue esa época, una época de miseria, de tristeza, de malos tratos. Todo eso no se refleja en esa fotografía. De la fotografía también servía para hablar de cómo nos construimos un pasado, ¿no? De cómo la memoria es engañosa, ¿no? Y muchas veces se recrea y acabamos construyéndola para llevarnos bien con ella. D'autre part, cette photo, elle représente en fait un faux Éden, puisque ce que voyait sa mère dans cette photo ne coïncidait pas du tout avec ce qu'elle racontait elle-même de cette époque-là, de tristesse, de mauvais traitements. Donc, ça raconte aussi comment on se construit un passé. Los nacionalismos acaban construyendo un falso Edén, acaban construyendo unos héroes que nunca han existido, momentos en la historia en los que sus reinos han sido los más importantes del mundo, y luchan desde un presente para intentar recuperarlo. Eso lo hicieron los fascismos, lo hizo el fascismo alemán, lo hizo el fascismo italiano y lo hizo el fascismo español, ¿no? El inventarse un momento del pasado idílico y luchar para poder recuperarlo. Et c'est ce que font les nationalismes, en fait. Ils construisent un faux Éden. Ils racontent des histoires de héros qui n'ont pas existé, des moments où le royaume était le plus important, et c'est ce qu'a fait le fascisme allemand, le fascisme italien, le fascisme espagnol. Ils ont inventé un moment idyllique de leur histoire pour chercher à, soi-disant, le récupérer. Y lo hizo también Antonia, ¿no? A partir de esa fotografía creó un falso Edén con la esperanza, yo creo que de que podía luchar por encontrarlo en un futuro, ¿no? Que creo que eso es lo importante de todo esto, ¿no? El pensar que si una vez ha ocurrido, puedo luchar por conseguirlo, ¿no? Y para mí, el final feliz de esta historia es que sí, ¿no? Es que llegó a tener un Edén verdadero, ¿no? Con una familia y con unas fotografías muy parecidas a esa, pero con su nueva familia, con su marido y con sus hijos. Et Antonia, c'est ce qu'elle fait aussi. À partir de cette photo, elle se construit un faux Éden pour croire qu'elle peut encore retrouver dans un avenir plus ou moins proche ces moments heureux et qu'elle peut encore lutter pour ça. Et finalement, la fin heureuse de l'histoire, c'est que oui, elle a réussi à retrouver ou à trouver un vrai Éden avec sa nouvelle famille, son mari, ses enfants, et elle a construit où elle a eu d'autres photos où vraiment elle retrouvait ces moments de bonheur. Merci. On va pas aller près dans, parce qu'on a l'impression de raconter l'histoire, mais en fait, des histoires familiales, en fait, elles sont chaque passage, on va dire chaque planche, en fait, nous apporte beaucoup d'intimité, beaucoup de sincérité auprès de chaque personnage. On va pas passer un temps fou sur tout ça, mais on aborde plein de personnages. On aborde des frères, des sœurs, on aborde le père, on aborde bien sûr la religion, un certain nombre de thématiques sans s'apesantir. Alors, c'est une prouesse en fait de nous embarquer comme vous le faites. C'est une prouesse de nous embarquer, de bien comprendre en fait, et d'être enveloppé. C'est comme si on était invité à table dans cette maison-là. C'est une prouesse en fait d'aborder peu de choses sur chacun, mais néanmoins on comprend. Sí, para esta historia me sirvió mucho la voz de un narrador, que es algo que nunca había utilizado. Al final yo creo que cada historia te pide, ¿no? Una forma de ser contada. Y esta pedía, creo yo, ese narrador, ¿no? Ese narrador que es su hijo, pero en ningún momento dice que está hablando de su madre, ¿no? Y que creo que complementa
muy bien esa historia. Et ce qui lui a beaucoup servi pour cette bande dessinée, c'est de recourir à la voix d'un narrateur. C'est quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Chaque histoire a sa propre façon de se raconter et exige sa propre narration. Et cette fois, il a utilisé donc la voix du narrateur, d'un fils qui ne dit à aucun moment qu'il s'agit de sa mère. Siempre había oído de un narrador porque pensaba que no era visual. O sea, pero yo creo que a veces es un error esto, porque tenemos una influencia muy grande del mundo del cine, ¿no? Y pensamos que es como se dice en el cine, ¿no? Todo lo que no puedas contar con imágenes, no lo hagas con un narrador o con un diálogo, con una voz en off, ¿no? Y en el mundo del cómic hemos asumido esto cuando yo creo que es un error. El cómic está mucho más cerca de la literatura que del cine. Comparte muchas cosas con el cine, lógicamente, pero está más cerca de la literatura, ¿no? Y esa voz en off, ese narrador en esta historia, te permitía poder entrar, ¿no? En el pensamiento de Antonia y te permitía contar esta historia de una manera muy diferente a si hubiese tenido que contarla únicamente con diálogos y con imágenes. Et il n'avait jamais utilisé le narrateur parce qu'il avait l'impression que c'était pas visuel. Et en fait, c'est une erreur. C'est l'influence du cinéma où, dans lequel on dit que ce qu'on ne peut pas raconter en images, il ne faut pas chercher à raconter par un narrateur ou de la voix off. Mais en fait, la bande dessinée est beaucoup plus proche de la littérature que du cinéma. Et en l'occurrence, ce narrateur lui permet d'entrer dans l'esprit d'Antonia et de raconter cette histoire différemment que s'il n'avait fait qu'à travers des dialogues. Bien, je vois que le temps avance et puis vous aurez peut-être quelques questions, puis il y en a qui voudront sans doute des dédicaces. Ce livre-là, donc en fait, Retour à l'Éden, c'est même chose que la maison, la casa. En fait, il a un format différent. Sí, C'est donc volontaire. sí. Bueno, no están pensados como continuidad de que formen parte de algo en común, pero sí que me parece que es un formato que funciona muy bien para contar temas más íntimos. Creo que te da ese formato, es mucho más cercano, te da como un poco más de intimidad y además creo que narrativamente hace que sea una lectura como más pausada, como, como un ritmo más de leer de una forma lenta y reflexionar un poco sobre lo que vas leyendo. Alors, c'est pas, ils sont pas pensés, les deux albums sont pas pensés comme quelque chose de formant partie d'une continuité, disons, hein, c'est pas ça, mais en tout cas, oui, ce sont c'est ce format. Ce qui lui plaît là-dedans, c'est que ça permet de raconter des histoires beaucoup plus intimes. C'est un format plus proche. Et narrativement, ça permet une lecture beaucoup plus posée, un rythme beaucoup plus lent qui invite plus à la réflexion. Même chose pour les couleurs. Sí, bueno, los colores, claro, el color funciona también a dos niveles, ¿no? Es el nivel estético y luego el nivel narrativo, ¿no? Y cada vez me interesa más el color como parte de la narración. Y en cada cómic intentas buscar qué puede aportar el color a esa historia. Oui, alors la couleur fonctionne aussi comme sur deux niveaux, hein, un niveau esthétique et un niveau narratif. Et chaque BD utilise la couleur comme façon de raconter une histoire. En esta página sirve un poco como índice de colores, ¿no? O sea, vamos a tener la historia en tres colores diferentes que van a marcar tres momentos diferentes asociados cada uno de ellos a una de las fotografías que tiene Antonia. Es decir, la primera fotografía que tiene Antonia es esta de aquí, que es la más antigua, pues todo lo que vayamos a ver de esta época está en este color.
Sur ces pages-là, on voit un peu l'index des couleurs de la bande dessinée qui va utiliser 3 couleurs différentes en référence à 3 moments différents associés aux photos que conserve Antonia. Sur la plus vieille photo que vous voyez là, on va utiliser ces couleurs-là et tous les passages qui feront référence à cette époque utiliseront cette couleur. Todo lo que ocurre en el gris es la otra época y todo lo que ocurre alrededor de ese día en la playa es el único color que es cálido en todo el cómic, que es ese momento dorado de ese falso Edén. Entonces, con los colores sabemos en qué momento de la historia estamos y en qué fotografía estamos. Et donc, pour une autre époque, on utilise le gris. Et enfin, pour la scène de la plage, il y a un recours à une couleur plus dorée, plus chaude. Et donc, avec chaque couleur, on va savoir à quel moment, à quelle époque on est et à quelle photo on se réfère. En este caso, el color sirve para dar orden a la historia. Ça permet de donner un ordre à l'histoire. Votre dessin, donc, il est assez simple, efficace. Il y a une volonté en matière du graphisme. Il y a quelque chose que vous voulez montrer qui soit clair, qui soit visible, qu'on puisse bien repérer un certain nombre de choses. Bueno, mi dibujo es clara influencia, creo yo, del cómic franco-belga, de la línea clara de Hergé. O sea, para mí Hergé ha sido como un maestro en cuanto al estilo gráfico. Oui, son dessin a une influence claire de la bande dessinée franco-belge, dans la lignée de Hergé, qui pour lui a été un maître qui l'a beaucoup influencé. Hergé es bueno, la línea clara es como un estilo aséptico, ¿no? Y es lo que busco precisamente con el dibujo. O sea, el dibujo para mí es la herramienta para contar una historia. O sea, no busco un virtuosismo, no busco que el lector se detenga en una viñeta para ver lo bien dibujada que está o todo el detalle que soy capaz de hacer o si domino la anatomía o no, ¿no? Para mí es como algo que tiene que estar ahí, pero que no te das cuenta de que te va narrando una historia. Oui, cette ligne claire, ce style aseptique, c'est finalement un outil pour raconter une histoire. C'est ça l'objectif principal. Il ne cherche pas à ce que le lecteur s'arrête pour regarder les détails, pour voir à quel point il dessine bien une anatomie. C'est vraiment un outil pour raconter l'histoire. Mm. Et puis une dernière, puis après je vous laisse 2, 3 questions, et puis après on passera aux dédicaces. Donc c'est vrai que c'est un roman graphique qui est pétri de relations entre ces femmes et ces hommes qui doivent vivre entre eux. Donc c'est de la relation, on est dans de la relation sociale. Oui, il y a de la violence, il y a du machisme. Mais dedans, on retrouve en fait beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà. Et j'ai vu un petit peu sur ce qu'on disait aussi sur vous. Et en France, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, quand on lit vos ouvrages, on peut penser à Étienne Davodo. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit? Sí, amo el trabajo de Dabodó. Me gusta mucho, sí, es verdad que yo creo que comparten un tono para contar las historias, ¿no? Yo creo que al final eso es lo más importante, ¿no? En una historia, encontrar el tono adecuado para contarlo. Oui, il aime beaucoup le travail de Étienne Davodo et effectivement, il partage un ton, effectivement. Et c'est c'est peut-être le plus important dans une histoire, le ton. Yo creo que yo tengo libretas donde voy anotando las historias que quiero hacer. Eh, las guardo en un cajón o últimamente, pues bueno, ya las tengo en archivos digitales. Pero yo creo que lo que al final me hace que una de esas muchas ideas que hay en la libreta o en los archivos acabe convirtiéndose en un cómic es que encuentres como las emociones adecuadas. Hay de repente una idea que has tenido que sin saber cómo la empiezas a asociar con determinadas sensaciones, ¿no? Muchas de ellas son de cosas que has vivido, ¿no?
Y cuando empieza a ocurrir eso es que realmente tienes una historia ahí para contar. Il garde dans des livrets, il note les différentes histoires qu'il veut faire et il les range dans un tiroir ou maintenant dans des fichiers sur son ordinateur. Mais ce qui fait qu'une idée peut se transformer en BD, c'est de réussir à trouver les bonnes émotions. Euh, donc voilà, l'idée d'associer euh, justement donc des idées à des sensations, à un vécu. Et quand ça arrive, alors il y a une histoire. Y yo creo que comparten también la nostalgia, ¿no? Que la nostalgia entendida como el aceptar lo inevitable, que puede ser una enfermedad como el Alzheimer que acabará devorándote. Pues bueno, vas a luchar y lo harás dignamente, pero sabes el final y lo aceptarás de la forma más digna posible. Yo creo que ese tema de aceptar lo inevitable está en todas mis historias, ¿no? O sea, que aunque sea un drama, llega un momento de aceptación y de darte cuenta de que no puedes luchar contra ello y si lo haces lo harás de una forma digna, pero sabiendo que perderás. Y yo creo que en eso mis historias se parecen a las de Davodov. Davodo, lui, partage aussi la nostalgie, mais dans le sens d'accepter l'inévitable, comme par exemple une maladie d'Alzheimer contre laquelle on va lutter dignement, mais où on va quand même accepter la fin. Et donc, lui, dans toutes ces histoires, il y a cet aspect-là, d'accepter l'inévitable. Et c'est quelque chose qu'il partage avec Davodo, oui. Bien, vous avez peut-être des questions. Donc, on va rester surtout sur cet ouvrage-là. Depuis une vingtaine d'années, les auteurs espagnols parlent de plus en plus du franquisme et de la guerre d'Espagne. Vous en avez fait vous-même quelques-uns. Que pensez-vous de ce que font, par exemple, Javier Martín ou d'autres auteurs? Sí, la verdad es que es cierto. O sea, sería también un error pensar que todo el cómic español habla de estas cosas. Al final es una pequeña parte de todo lo que se produce en España, pero es verdad que se ha convertido ya en un género. Oui, c'est vrai, effectivement, parce que ce serait une erreur de penser qu'il n'y a que ça, hein, c'est une petite partie de ce qui se fait actuellement en Espagne, mais c'est devenu effectivement un genre. Al final yo creo que la ficción, o sea, la literatura, el cómic, el cine, es memoria, ¿no? Continuamente estamos mirando para atrás, encontramos historias y las contamos, sobre todo cuando hay dramas humanos como es una guerra civil o una dictadura. Et finalement, la fiction, à travers la littérature, la BD ou le cinéma, finalement, c'est de la mémoire. On regarde le passé et on raconte des histoires, surtout quand il s'agit de choses aussi douloureuses que les fosses communes ou la guerre civile. Y yo creo que cada autor encuentra en ese pasado una historia o algo que le interesa o una forma de narrar. Et chaque auteur trouve dans ce passé une histoire ou une façon de raconter. Y yo creo que todo eso junto es una buena manera de reconstruir, ¿no? De hacer un relato del pasado, ¿no? Jaime Martín tiene una forma de contar diferente y encuentra unos temas diferentes en el mismo terreno que yo me muevo. Oui, et tout ça, ça donne une bonne façon de faire le récit du passé. Jaime Martín aborde des thèmes différents, de façon différente à ce qu'il fait lui. O Antonio Altarriba también trata la memoria y encuentra, ¿no? En esa memoria y en ese pasado reciente en España otros temas de interés que no son ni los de Jaime ni los míos. Tout comme Antonio Altarriba, qui trouve aussi dans le passé, dans la mémoire, d'autres sujets qui ne sont pas les mêmes que Paco ou que Jaime Martín. O por ejemplo, ahora en España acabo de sacar un cómic, una autora que es muy joven, que se llama María Herreros, que también trata sobre el tema de la guerra civil a partir de un diario de su abuelo. Su visión también es muy diferente porque también además es mujer y es otra generación. Par exemple, il y a aussi une jeune autrice qui s'appelle Maria Herrero, qui vient de publier en Espagne une bande dessinée sur la guerre civile à partir du journal de son grand-père et qui, elle, apporte aussi une vision nouvelle, aussi parce qu'elle est une femme et d'une autre génération, de cet aspect-là de l'histoire.
Yo creo que todo es interesante porque todo junto creo que crea como una visión, ¿no? Poliédrica de un mismo tiempo. Et tout ça est intéressant parce que ça crée une vision polyédrique de cette même époque. Mm. Si vous n'avez pas d'autres questions, voulez-vous lire un petit passage, si c'est possible? Sí. C'est-à-dire, on peut vous lire un peu le tout début. Espera porque mi tipo de letra ya empieza a darme dificultades. No, llevo unas ahí. Me voy a poner, ¿me permitís que me ponga gafas? Vale, sí, perfecto. Sí, no, yo creo que una y Sí. Ok. Alors, ¿durante cuánto tiempo no existió Antonia? Combien de temps a passé avant qu'Antonia n'existe? Eones de no existencia. Des millénaires de non-existence. Partículas que durante millones de años viajaron errantes por el espacio, se convierten, por el azar o por el destino, en un cuerpo con conciencia de sí mismo, con nombre y apellido, con alegrías y tristezas, y con miedos y esperanzas. Durant des milliards d'années, des particules ont erré dans l'espace avant de s'agglomérer, par l'effet du hasard ou par prédestination, en une enveloppe corporelle consciente d'elle-même, dotée d'un nom et d'un prénom, capable de ressentir la joie, la tristesse, la peur, l'espoir. Esa unión de partículas durará apenas 90 años. Después, un día se separarán de nuevo para volver a vagar por el universo hasta el final de los tiempos. Ces particules allaient rester unies pour 90 années à peine, avant de s'éparpiller et de reprendre leur voyage infini à travers l'espace et le temps. Visto desde la magnitud del cosmos, la vida de Antonia no es más que un fugaz destello en el tiempo. À l'échelle du cosmos, la vie d'Antonia n'est qu'une lueur fugace sur la ligne temporelle. Como Antonia, todos brillamos un breve instante junto a otros destellos sobre la negrura de la no existencia. Comme Antonia, nous aussi nous scintillons un instant, parmi une myriade d'étincelles qui percent les ténèbres de la non-existence. Por eso necesitamos saber que antes de nosotros hubo otros. C'est pourquoi nous avons besoin de savoir que d'autres avant nous ont existé. No somos nada sin un pasado, lo necesitamos para sentirnos parte de algo más grande y antiguo que llamamos ancestros, humanidad. Le passé nous est essentiel. Nous ne sommes rien sans lui, sans cette certitude de faire partie d'un ensemble plus grand, formé de nos ancêtres et que nous nommons humanité. Confiamos, además, en que en el futuro habrá más como nosotros y que perduraremos en su memoria. Et nous chérissons l'espoir que dans le futur, d'autres étincelles viendront à briller et qu'elles se souviendront de nous. Solo así esos pequeños y breves flashazos aislados se convierten en un haz de luz. Ainsi, tous ces flashs, aussi insignifiants, aussi brefs soient-ils, se condensent pour engendrer un rayon de lumière. Mantenemos una lucha constante contra el olvido, que intenta borrar el pasado. Notre lutte est constante contre l'oubli fatal qui s'acharne à gommer le passé. Pero nuestra memoria es limitada y traicionera. Por eso, el ingenio humano inventó formas de mantener un instante en el tiempo. Mais notre mémoire limitée menace souvent de nous trahir. Pour lui résister, le génie humain a créé plusieurs outils capables de fixer l'instant. Creamos el dibujo y la escritura, Nous avons inventé le dessin et l'écriture, y también la fotografía, capaz de retener un destello de la existencia. puis la photographie qui retient si bien les étincelles de vie. Y se hizo la luz. Et la lumière fut. Merci beaucoup Paco pour ce bon moment. Donc voilà, donc ben, si vous êtes intéressé par une dédicace, les livres en fait on peut en trouver donc à la librairie. On n'en a plus en espagnol, on peut en commander, mais
nous n'avons pas ici, en tout cas. Merci.